Merci beaucoup. Et donc, je vais passer immédiatement la parole à Fabrice Xil pour la restitution du dernier atelier. Merci, bonjour à toutes et à tous. L'atelier dont je vais essayer de vous rendre compte s'intitulait « Apprécier les capacités ». Et je pense que comme il m'est demandé en 15 minutes de restituer 4 ateliers, 20 interventions, 4 heures de débat, c'est d'abord mon incapacité que vous allez apprécier et j'espère à sa juste valeur. Appréciation des capacités, du coup, les 2 premiers ateliers étaient pour une grande part centrés sur les modalités de la prise de décision, contraintes, partagées, personnelles, institutionnelles. Les 2 suivants étaient plutôt centrés sur le fait de faire ou défaire les capacités, sur une interrogation sur les outils et plus généralement les modalités d'appréciation des capacités, notamment lorsqu'elles mettent en jeu le droit ou le pouvoir de décider pour soi. J'en profite au passage pour remercier Alice Le Goff, Hervé Hudbin, Muriel Rebourg et Nicolas Enclès qui ont été rapportés chacun des ateliers. Pour autant, comme on dit à la fin des remerciements dans un ouvrage, les propos que je vais tenir n'engagent que leur auteur. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression d'apprécier aussi leur incapacité. C'est exclusivement la mienne que vous allez constater. Alors, apprécier les capacités, ce qui était très frappant dans la façon dont le problème a été abordé, je vais le faire assez simplement, mais premièrement, c'était capacité à quoi ou capacité de quoi ? Et les capacités dont il était question qu'elles soient appréciées, elles étaient extrêmement variables. Ça allait de capacités fonctionnelles qu'on appelle liées à la vie quotidienne, s'alimenter, se nourrir, s'habiller, avoir un rapport à l'hygiène. C'était des choses plus élaborées, des capacités décisionnelles, choisir son lieu de vie, choisir d'accepter ou de refuser des soins psychiatriques, et plus généralement la capacité d'agir, de se marier, d'acheter ou de louer un logement, de travailler, de vivre à domicile, d'assurer la gestion de ses intérêts, de gérer son budget, de suivre son traitement, de reconnaître un enfant, etc. Donc vous voyez qu'en termes de champ, là, le capacité, il a été pris dans un sens extrêmement large. Capacité, apprécier les capacités. Qui apprécie ces capacités ? Alors, il y a énormément d'appréciateurs des capacités, apparemment. Des médecins, bien sûr, psychiatres, gériatres, des psychologues aussi, des juges, mais aussi des travailleurs sociaux, l'équipe médico-sociale de l'APA, des assureurs, des membres de la famille, peut-être des personnes elles-mêmes, on va y venir. Sur le comment de l'appréciation, 2 pôles qui étaient déjà dégagés dans l'argumentaire de ces ateliers, mais qui sont très nettement revenus, quel que soit le type de capacité évaluée. Un pôle qu'on pourrait appeler subjectif, qualitatif, de qualification singularisée, historicisée, narrative, et un pôle d'évaluation, de mesure, de quantification, d'objectivation, de classement, une approche plus procéduralisée et plus reproductible. Et quel que soit le champ dans lequel on se situait, tous ceux qui ont décrit, et il y a beaucoup de sociologues notamment dans les ateliers, tous ceux qui ont décrit les modalités d'appréciation des capacités, je prends D au sens où je vous ai montré que ça recouvre des choses extrêmement diverses, il y avait presque toujours ces deux pôles. Ont été aussi décrites une multitude d'outils pour évaluer ou pour apprécier ces capacités, que ce soit les capacités fonctionnelles, et ont été comparés les mérites respectifs de la grille Agir, du GEVA, de la CIF, avec une insistance sur les écarts extrêmement surprenants qu'on peut obtenir en analysant une même situation avec un outil très différent. Pour l'évaluation de la capacité mentale, Anne Saris a souligné qu'il y avait au moins 9 types de tests selon le type ou la capacité de décision. Ce qui est apparu aussi, c'est, alors j'ai parlé de, on évalue, on apprécie quoi, qui l'apprécie, comment. Une question intéressante aussi, c'est pourquoi on apprécie la capacité. Et de ce point de vue-là, j'ai été extrêmement surpris de constater que les raisons de le faire sont extrêmement différentes. Évidemment, parfois, il s'agit de réfléchir à la nécessité d'une demande ou un besoin de régime de protection ou de codécision, mais c'est aussi l'admissibilité à des mesures ou à des aides sociales ou économiques. C'est aussi
parfois pour attribuer ou pour recevoir une prestation, pour déterminer la nature ou un volume d'aide. Parfois, c'est pour disqualifier la personne, parfois c'est pour l'aider à faire entendre sa voix, à exprimer son avis. Et dans les usages qui sont faits de ces thèses, de ces outils, de ces différentes appréciations, ont été décrites des manières d'apprécier différentes et surtout des finalités très différentes. Et il n'y en a rarement qu'une seule. Tous ceux qui l'ont décrit, par exemple, que ce soit pour les aptitudes fonctionnelles ou pour la capacité mentale, la plupart du temps, il y a plusieurs finalités qui cohabitent, ou en tout cas plusieurs usages qui cohabitent. Ça, c'était un propos un petit peu descriptif. Alors après, on est entré dans la complexité. Vous pouvez me dire, on est déjà dans les complexités, mais on est entré beaucoup plus dans la complexité. Ont été soulignés d'abord l'importance de la temporalité. La temporalité, évidemment, de la capacité de décider, de l'évolution des capacités fonctionnelles et décisionnelles qui fluctuent, qui oscillent au cours de la journée, selon les jours, selon l'interlocuteur, selon le contexte, selon qu'on est ou pas dans une situation de crise, selon qu'on est ou pas dans un environnement qui nous est familier. Et du coup, l'évaluation de cette capacité, elle est très dépendante de ce contexte et de l'interlocuteur. Temporalité de l'évaluation aussi, ont été soulignés que parfois les appréciations de la capacité, elles prennent beaucoup de temps, parfois plusieurs mois. Pensez à ce qui se passe pour une mesure de protection juridique. Ça a été décrit aussi pour d'autres situations. Donc, temporalité, et ça a été explicité par les rapporteurs. Moi, j'ajouterais les lieux. Il y a eu beaucoup d'insistance sur la différence de pratique selon les lieux. Selon qu'on est dans un service d'urgence ou pas, selon que on est en présence d'inégalités territoriales dans l'offre de soins, le résultat de l'évaluation n'est pas le même. En France aussi, il y a des distinctions entre des régions de France ou des pays, etc. Ça semble assez évident pour que je n'y insiste pas plus. Alors, ensuite, après cette entrée dans la complexité, a été souligné un écart, certains ont même parlé de fossé, entre des principes, des textes, des cadres réglementaires, des discours, et puis des pratiques ou la réalité. En apparence, l'enjeu de l'évaluation de la capacité ou de l'appréciation de la capacité, il est central et il a des conséquences très importantes. L'enjeu de la capacité mentale, c'est de laisser ou de retirer à quelqu'un le pouvoir de prendre des décisions pour lui-même. L'enjeu de l'appréciation de la capacité légale, c'est de laisser ou de conserver le pouvoir d'effectuer un certain nombre d'actes. En réalité, dans tout ce qui nous a été décrit, quel que soit le contexte, on a l'idée que non seulement la capacité n'est qu'un élément parmi d'autres qui entre dans les décisions, et en plus, elle n'est pas toujours évaluée en tant que telle. Il y a un exemple qui était frappant, c'est que, en principe, la capacité à consentir doit être évaluée dans cette certaine forme d'hospitalisation sous contrainte. En pratique, si l'acceptation des soins est jugée fiable et pertinente, on n'utilise pas ce critère. Ensuite, il est apparu, ça c'était notamment pour les évaluations, par exemple, quand on est en cours ou en moyen séjour gériatrique, de savoir si on envisage un retour à domicile ou une entrée en maison de retraite. En réalité, dans cette prise de décision qui, elle aussi, prend du temps, les équipes apprécient aussi la capacité de l'entourage à supporter la personne, à assurer le relais du soin. Ils évaluent aussi la capacité de l'organisation en aval. Ils évaluent aussi la capacité des ressources de l'intervenant. Et donc, cette appréciation des capacités, on a intérêt justement à ne pas trop restreindre son sens, sans quoi on perd de vue ce qui se passe réellement. Et puis a été évoqué le fait que les personnes concernées elles-mêmes procèdent à des évaluations de capacité.
Et dans l'exposé sur le programme Un chez soi d'abord, il a été décrit des usagers qui considèrent l'équipe et les professionnels comme des boîtes à outils où ils viennent piocher des compétences dont ils ont besoin en fonction de leurs besoins. On a là un renversement de l'appréciation de la capacité tout à fait intéressant et qui me semble aller parfaitement dans le bon sens. Ce sur quoi je voudrais insister, qui m'a vraiment frappé, surtout en comparant les contextes, c'est sur qu'est-ce qui conditionne cette appréciation de la capacité. C'était particulièrement frappant dans les exposés sur la gériatrie, avec des personnes qui, à la suite d'un problème aigu, se retrouvent en cours ou en moyen séjour gériatrique, et la question de leur orientation se pose. On nous dit que quasiment tous veulent rentrer à domicile, et qu'en gros 33% seulement rentrent chez eux. Pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de la capacité de quelqu'un à choisir son lieu de vie? Pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de son aptitude à vivre chez lui? Je pense qu'il faut être clair, c'est parce que on a le pouvoir de décider pour lui, on a concrètement les moyens de le placer en institution, on a les moyens dans d'autres contextes d'enfermer, on a des moyens concrets, légaux, matériels, institutionnels de décider pour autrui, ou d'intervenir dans la vie d'autrui, y compris sur des choses très intimes, très personnelles. C'est-à-dire qu'en amont de l'appréciation de la capacité d'autrui, il y a quand même un pouvoir considérable. On ne se poserait pas la question si on n'avait pas le pouvoir de choisir, à la limite, contre la volonté de la personne, ou sans son consentement. Donc la vulnérabilité dont il a beaucoup été question pendant ces 3 jours, elle est certes liée à des incapacités, à des troubles qui rendent difficile un authentique consentement, mais peut-être aussi à une situation de faiblesse de certains individus par rapport à d'autres, certains individus à qui on peut retirer leur droit de vote, restreindre leur capacité d'agir, dans certaines circonstances retirer leurs moyens de paiement, imposer une autorisation pour qu'ils puissent réaliser certains actes, les faire changer de vie, ou plus simplement... ce n'est pas eux qui ont le pouvoir d'initiative des décisions. On a la capacité de restreindre leur capacité de choix, l'éventail de leur choix. Ça invite, me semble-t-il, à renverser la perspective et à tenir compte du fait que si la question de l'évaluation se pose, c'est qu'on a un certain pouvoir. Je finirai par une distinction. J'ai essayé de montrer qu'il y avait beaucoup de sens de la capacité qui avait été mobilisé. Je pense qu'il y a 4 sens différents qui sont apparus dans ces ateliers. Un premier sens de la capacité, où c'est quasiment synonyme de besoin et d'aptitude, ce qu'une personne peut matériellement faire ou ce qu'elle ne peut matériellement plus faire. En face, il y a un pôle de plutôt que j'appellerais pas besoin ou aptitude, mais droit, légitimité, compétence, ce qu'elle peut, notamment juridiquement, faire ou ne pas faire. Et il y a une tension entre les deux, parfois. Il y en a 2 autres, des pôles. Il y a premièrement ce qui est affirmé dans l'article 12, une capacité inconditionnelle, une égalité, une égale dignité, une égale liberté des individus. Et il y a un 4e sens de la capacité que j'appellerais plutôt le pouvoir ou les ressources dont disposent effectivement les personnes pour mener le genre de vie auquel elles accordent de la valeur. On a 4 sens, on a des tensions entre ces 4 sens, et, me semble-t-il, une des questions importantes est de savoir comment s'articulent ces 4 sens. La question a notamment été posée par Mathilde Appel, qui a évoqué les différents discours sur la capacité. Ces 4 sens de la capacité que je viens de distinguer, ce sont 4 discours sur la capacité. Et elle a insisté sur l'irréductibilité de ces 4 sens. Pour moi, c'est absolument fondamental. La question, vous pourriez considérer que c'est une question purement épistémologique. C'est une question qui a des conséquences très importantes puisque quand vous êtes médecin expert, vous essayez, c'est ce qu'on appelait autrefois les médecins experts,
vous essayez d'évaluer l'incidence de l'état de santé, des troubles cognitifs, d'un certain nombre d'incapacités sur ce que le droit appelle la capacité de la personne à pourvoir à ses propres intérêts. C'est d'essayer de faire un passage d'une capacité fonctionnelle, besoin, aptitude, à une capacité de droit, légitimité, compétence. La question qui se pose est de savoir si ces 4 niveaux, en tout cas là ces 2-là, entre les besoins, aptitudes et les droits et les compétences, si on peut les réduire l'un à l'autre. Ma thèse, et c'est ressorti, mais qui est étayée par les ateliers, c'est qu'il y a un gap, et il reste un gap entre les deux. Et on l'a vu dans quasiment tous les ateliers, il n'y a pas, ou en tout cas peut-être qu'il ne devrait pas y avoir d'automaticité de l'un à l'autre. C'est des registres différents. Après, on peut se demander qui est le mieux placé pour le faire, mais ce sont des registres différents. Et si on passe naturellement ou automatiquement de l'un à l'autre, il y a un risque d'arbitraire qui est extrêmement important. Donc, dans le pourquoi de ces appréciations de la capacité, regardez comme la terminologie est importante, j'ai fini. Comme la terminologie est importante, apprécier, je trouve que le terme était extrêmement bien choisi. Apprécier la capacité, parce que si vous dites évaluer la capacité, vous qualifiez déjà la capacité dont il est question. Apprécier est un terme suffisamment neutre qui peut vouloir dire qu'on a un rapport à cela qui est soit normatif, soit de mesure, soit de qualification, d'objectivation, mais c'est suffisamment neutre pour préciser différentes choses. Je voudrais finir sur un commentaire d'Anne Saris qui a dit que, mais je vais le généraliser, elle a dit que les tests de la capacité mentale ont d'abord été vus comme protecteurs des droits fondamentaux, mais que depuis 5 à 10 ans, ils sont vus comme attentatoires aux libertés, comme ne prenant pas en compte l'interdépendance des individus, notamment. Bon. Je pense qu'on aurait peut-être intérêt à faire attention aux effets de mode. Il y a des effets de mode. Je pense que l'appréciation des capacités en tant que telle n'est ni une garantie de la protection des droits, mais elle peut l'être. Elle n'est pas nécessairement attentatoire aux droits fondamentaux, mais elle peut l'être. Et je crois que la condition pour qu'elle ne le soit pas, c'est qu'on garde en tête cette irréductibilité des 4 sens de la capacité, qu'on ne pense pas qu'on puisse avoir ni une vue globale sur la personne, même si on a intérêt à ce qu'on ait des appréciations le plus multidisciplinaires possible, mais qu'on ne croit pas qu'on puisse avoir un point de vue global et qu'on ne croit pas qu'il y ait une automaticité des choses, parce qu'au fond, et Cristina Ferreira l'a très bien montré sur l'exemple de la reconnaissance de l'incapacité au travail, le fait de faire reconnaître des difficultés peut aussi être un moyen pour accéder à des aides et accéder à des compensations. Donc, il me semble que on est passé d'une logique de la bienfaisance vis-à-vis des personnes en situation de handicap, une position assez paternaliste au fond, ou maternaliste. Récemment, une position plus autonomiste, centrée sur la personne, de respecter ses préférences. Il faut faire le pas, et c'est ce à quoi nous invite l'article 12, faire le pas à relire ces situations à partir du principe de justice, d'une égale dignité, d'une égale liberté, sans oublier les conditions réelles de cela. Et j'ai beaucoup apprécié l'exposé d'Émeric Guillermou, parce que dans les 4 ateliers, c'était le premier à parler d'argent et de conditions matérielles. L'argent est parfois l'éléphant sous le tapis. Donc cette question de la justice, c'est ce à quoi nous invite effectivement, me semble-t-il, l'article 12. Mais je crois qu'au fond, si on veut vraiment aller au bout de cette logique des droits humains, c'est ce « eux » et « nous » qu'il faut absolument bannir. Eux et nous, que ce soit nous les personnes valides ou les personnes en situation de handicap, peut-être aussi nous chercheurs, nous professionnels, ou nous acteurs de terrain, il y a une universalité, un universalisme qui est présent ici, et je crois qu'il y a un bon usage de l'appréciation de la capacité qui n'est pas contradictoire mais productif vis-à-vis de ce respect de je-nous. Merci. Merci beaucoup.
J'en profite d'ailleurs pour remercier les restituteurs d'Axe du tour de force d'avoir réussi comme ça en temps réel à rendre compte de tout ce qui s'est passé dans 4 ateliers à chaque fois et de nous faire monter un peu, faire prendre un peu de hauteur par rapport, tout en gardant le contenu de ce qui s'est passé dans les ateliers, qui s'est d'ailleurs appuyé sur le travail des rapporteurs d'ateliers.